Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de Constantine, de la station régionale de Constantine, pour un bonjour d'Algérie, qui va voyager un peu, même si aujourd'hui nous allons toucher des sujets assez divers, comme à notre habitude. Nous allons d'abord parler de l'université 3, le pôle universitaire, et ce qu'il y a comme activité, notamment une opération de sensibilisation contre les méfaits de la consommation de drogue, initiée par plusieurs secteurs, notamment la direction de la Sûreté nationale, en compagnie de l'université. Alors après, nous allons parler à des SDF, puisque c'est vrai qu'il fait froid, et la direction de l'action sociale est en train de faire comme beaucoup, un peu partout dans les wilayas, les gens vont vers ceux qui sont démunis, qui n'ont pas de toit, qui ont besoin d'un peu de chaleur humaine parfois seulement. Pas seulement de manger ou de se couvrir, mais ils ont aussi besoin d'être pris en charge médicalement. Alors, Monsieur Lotfi Chafer, Boulimchaour viendra nous en parler. Il représentera la DAS. Et en fin d'émission, nous aurons le plaisir de retrouver notre ami Abdelhamid Zkiri qui vient de Biskra. Et oui, c'est la porte du désert. Et il nous parlera de son dernier livre qu'il vient d'éditer. Et je crois que c'est son troisième livre, mais il nous en parlera tout à l'heure. Alors avant de commencer, bien sûr, nous allons faire notre petite balade à travers la ville de Constantine. Mais cette fois-ci, on va changer de voix. C'est avec Zinedine Bouchala qui chante Constantine à sa manière.
Voilà, belle balade sur Constantine. Et puis, bon, on ne va pas parler de Constantine, mais de l'université de Constantine, notamment l'université 3, avec M. Mouatzbil Bossov, c'est ça, je ne me suis pas trompé. Oui, exactement. Alors, vous avez plusieurs cordes à votre violon, on va parler artistiquement. D'abord, vous êtes assistant de vice-recteur chargé de la pédagogie. Oui. Vous êtes aussi membre de la direction des activités culturelles et sportives, Ouais. la DASC. Je suis enseignant au niveau du département d'urbanisme. Très bien. Donc ça fait beaucoup. Ouais. Et bon, on parlera aussi d'une autre activité, mais celle-là, elle est associative. Alors, dites-moi d'abord, bon, parce que nous, on sait qu'il y a l'université, mais c'est plusieurs pôles, notamment l'université 3, qui est un pôle universitaire extrêmement... c'est un mégapôle, on va dire, et c'est grand. D'abord, c'est combien de départements, combien d'universités, combien... Ce pôle est extraordinaire à Constantine. Ouais. Donc Constantine 3, c'est une université très jeune. Elle est là depuis 2012, depuis la répartition des différentes universités. Donc elle s'étale sur plus de 1500 hectares. C'est déjà énorme. C'est énorme. Ouais. On l'appelle une ville universitaire. Ouais. Elle regroupe pratiquement 6 facultés. Donc on a l'agriculture, on a l'architecture et l'urbanisme, on a la faculté des sciences politiques, la faculté des sciences de l'information, communication et de l'audiovisuel, la faculté de médecine et la faculté de génie des procédés, ainsi que l'institut de gestion technique urbaine. Et en plus de ça, on a 3 écoles supérieures, donc on a l'ENS, l'école polytechnique et l'école de biotechnologie. Donc tout ça se trouve dans la même enceinte universitaire. Dans la même périphérie, voilà, dans le même endroit. Exactement. Et en plus, il y a une cité universitaire. Voilà. Il y a plus de 12 sites universitaires, donc répartis entre filles et garçons, donc c'est en égalité. Ça fait combien de monde à peu près Pratiquement, disons, ça dépasse les 25 000 étudiants. Les résidents, c'est plus de 13 000 étudiants. Non, la moitié sont résidents, pratiquement, un peu plus de la moitié. Exactement. C'est impressionnant, parce qu'on n'a pas idée que c'est vraiment une ville universitaire qui est là. Alors, bien sûr, parmi les activités, comme c'est une ville, 25 000, en d'autres endroits, c'est une commune, même bien plus, c'est une daïra. Certaines daïras n'ont pas 25 000 habitants, mais vous avez, donc, ça doit être difficile à gérer tout ça. Effectivement, c'est pour gérer 25 000 étudiants, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il y a, sur le plan sécurité, il y a de la sécurité externe et de la sécurité interne, ainsi que pas mal de caméras de surveillance installées sur tous les campus. Ouais. Tout ça pour gérer la sécurité des étudiants et pour gérer en quelque sorte le flux, parce que comme la ville, elle est... Vous avez en journée plus de gens. En journée, il y a des invités qui viennent, il y a des étudiants qui viennent des autres universités pour consulter, par exemple, les bibliothèques des différentes facultés. Donc le nombre est assez conséquent et assez important, ainsi que les différentes activités qui se fassent au niveau des différentes facultés. Et là, ça fait beaucoup de monde à l'intérieur de l'université. Alors en termes d'activités, on ne va pas seulement parler des activités sportives, culturelles, ça fait beaucoup, scientifiques, parce que vous avez aussi notamment des séminaires à organiser. Avec, la direction quand même des activités est quand même submergée, je pense, par un programme assez éloquent, on va dire. Exactement. Donc la direction des activités scientifiques, culturelles et sportives, elle est là, elle est très active. D'ailleurs, elle se trouve pratiquement sur tous les réseaux sociaux. Elle est sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram. Ils annoncent toujours leurs activités à l'avance, ainsi que le jour J. Donc ils font des lives, ils font beaucoup d'activités, ils font beaucoup d'animation et d'activités sur tous les plans. Donc on fait de la sensibilisation, on fait des activités sportives, on fait des jeux d'échecs, le karaté, les compétitions. Donc oui. Ouais. Je sais aussi que vous organisez aussi des mini-festivals de théâtre universitaires, musique. Bon, c'est bien. Vu qu'on a une faculté à part entière qui s'appelle faculté d'art et culture, donc ils sont dotés d'un théâtre, un vrai théâtre. Certainement, il est petit, mais c'est un vrai théâtre. Et là, ils font des scènes théâtrales. Bon, d'un côté, il est pédagogique parce que les étudiants, il y a une spécialité drama et théâtre. Et d'un autre, parfois, ils font des scènes, carrément des scènes, là où ils invitent des gens de l'extérieur. Et là, c'est particulier parce que je crois que ce n'est pas toutes les universités qui ont une faculté des arts et cultures. Oui, généralement, l'art, souvent, c'est une spécialité ou un département au niveau de la faculté de lettres.
souvent. Mais là, à l'UC3, comme je l'ai annoncé auparavant, l'université est jeune, donc il y a eu l'émergence de certaines nouvelles spécialités, on va dire. Pas spécialité. Regroupement de certaines spécialités au niveau d'une faculté. Et là, il y a eu l'apparition de la faculté. À mon sens, je pense que c'est la seule et unique faculté au niveau national. Faculté d'art et de culture. Voilà, ça je sais. Ça c'est en termes d'art, je pense que c'est la seule. Voilà, et il y a beaucoup d'étudiants qui viennent d'un peu partout. Alors, mais bon, l'intérêt aussi, c'est que comme il y a certains fléaux, vous avez pensé, et je pense que c'est pas la première fois que vous organisez des opérations de sensibilisation. Aux côtés de la police, la Sûreté nationale et peut-être probablement d'autres associations, c'est pour sensibiliser en milieu étudiantin sur les méfaits de la drogue. C'est ça ce que vous avez fait. Oui, pratiquement chaque année, il y a une activité, voire même plus d'une activité. Cette année, on a déjà fait une activité et on va faire une autre la semaine prochaine. Mais pratiquement chaque année, il y a une activité directe ou indirecte sur la lutte contre la consommation de drogue. Quand je dis indirecte, toutes les autres activités, en quelque sorte, c'est pour attirer les étudiants pour faire d'autres trucs pendant leur temps libre et pour éviter la consommation de drogue. Donc quand on parle des activités sportives, culturelles et scientifiques, bien évidemment, c'est pour attirer l'étudiant, pour qu'il utilise son temps libre à faire autre chose. Et en même temps, il y a des activités spécifiquement à la consommation, à la lutte contre la consommation de drogue. Donc parfois on invite des médecins, parfois c'est la Sûreté nationale, c'est la Sûreté même de la wilaya de Constantine, la gendarmerie. Donc on travaille en collaboration pour sensibiliser les étudiants. Donc cette année, c'était le mardi passé, le 7 février, où il y a eu le lancement d'une campagne nationale sur la lutte contre la consommation de drogue. Là, il faut dire que c'est une grande opération. Elle n'est pas ponctuelle, c'est pas seulement une journée. C'était le lancement officiel. Je sais qu'aujourd'hui aussi, il y a une autre, c'est chaque mardi, il y a un pôle universitaire, un département, une partie qui est touchée. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont à l'université 2, à la Nouvelle-Ville. Mais cette opération, elle consiste en quoi exactement? C'est aller rencontrer l'étudiant et lui parler. Bon, pour commencer, en particulier cette année, il y a eu le travail était en collaboration avec la Sûreté nationale. Donc ils sont venus avec leur équipe scientifique et même l'équipe de Synotique, si je ne me trompe pas du terme. Donc même avec l'équipe, celle où ils font de la recherche de drogue par des chiens. Donc ils ont ramené même des chiens. C'est toujours comme ça. Donc ils ont fait une conférence en plein air. En plein air devant les étudiants pour leur montrer qu'est-ce qu'elle fait la police comme activité, comment ils détectent, comment ils font la surveillance, comment ils essaient comment ils essaient d'attraper d'abord les vendeurs, les leaders, et en même temps, ils ont fait un slogan cette année, c'était un désir temporaire et une souffrance permanente. Pour ne pas dire éternel. Souffrance, voilà. C'était le slogan qu'ils ont lancé. En arabe, ils ont dit Nashwa mu'aqqata wa alam da'im. Alors, bien sûr, ça c'est ce que vous dites. Nous, on a les images de cette première opération qui s'est déroulée la semaine passée. Voilà, juste pour que nos amis téléspectateurs se rendent compte de ce qui s'est passé à l'université 3 de Constantine la semaine passée. Images. هذه القافلة توعوية تحسيسية حول آفة المخدرات في الوسط الجامعي تحت شعار المخدرات نشوة مؤقتة لتعاسة أبدية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأنشطة الفرعية بجامعة قسنطينة 3. هذه القافلة ستجوب كل الجامعات بإقليم ولاية قسنطينة وكذا الخدمات الجامعية، هياكل الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية الموجودة بإقليم الولاية، وذلك طبعا لأجل إرسال رسالة توعوية تحسيسية لهؤلاء لهذه الفئة الهامة من المجتمع
المجتمع فئة الطلبة الجامعيين لمنع ظهور مدمنين جدد أو بالأحرى متعاطين جدد لهذه السموم. هذا وستكون القافلة مستمرة بالتنسيق مع كل الجامعات. Apparemment, il y avait beaucoup de monde et ça a eu beaucoup de succès finalement. Hein. Et en même temps, il y avait beaucoup d'activités. C'est que c'était pas uniquement la police où elle expliquait le problème et tout ce qui concerne la drogue. Mais ils ont distribué des dépliants, ils ont fait des quiz, ils ont fait une activité avec les chiens, avec la police scientifique. Ils ont expliqué tout ce qui va avec les conséquences de la drogue et du premier geste de consommation. Et à la fin, ils ont même fait un test quiz, comme je l'ai déjà dit, aux étudiants qui ont eu le dépliant. Et ils ont donné des souvenirs et des cadeaux pour ceux qui ont répondu. Donc c'était très animé, très animé pendant toute la journée. Ouais. Ah, c'est vrai que ça casse un peu la routine d'aller au cours, prendre le cours et puis partir. Et puis ça sert dans la... Oui. Je pense que c'est une action intelligente. Voilà, c'est une action important. intelligente qui est continue et qui va encore toucher les autres universités. Ça. Elle ne va pas s'arrêter à votre université. Oui, ce n'était que le commencement. Donc c'était en quelque sorte l'inauguration d'une campagne. Donc c'était le lancement officiel de la campagne de sensibilisation contre la consommation de drogue. Et ça va être au niveau des établissements scolaires ainsi que des établissements universitaires. Et même la semaine prochaine, il y aura un autre événement sur la même thématique au niveau de notre faculté, au niveau de la faculté de médecine. Et là, il y aura des médecins qui vont aussi présenter le côté médical sur la... Alors, il faut dire que voilà, ce genre d'opération, c'est initié bien sûr par plusieurs secteurs, mais l'objectif est le même, c'est essayer de réduire au maximum la consommation et puis surtout ce fléau qui touche un peu plusieurs tranches de la société, surtout éviter que notre élite, parce que nos étudiants de demain, c'est les cadres dirigeants d'aujourd'hui, c'est des cadres dirigeants de demain. Donc voilà, donc ça c'est bien. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres activités que vous allez lancer, hormis cela? Ça, oui, au sein de votre pratiquement. direction. Le programme de l'ADAS qui est vraiment très chargé. Hein. Donc, ça varie d'une activité scientifique, culturelle à sportive, mais il y a beaucoup d'activités. Et comme je l'ai annoncé au début de cette émission, il y a des activités directes et indirectes. Donc il y a des activités qui sont relatives par exemple à la santé mentale. Donc quand on parle de santé mentale, il y a un côté relatif à la drogue parce qu'il y a un problème direct avec le cerveau. Il y a des activités soit médicales ou de sport. Et tout ça, ça rentre parfois, même le slogan, c'est faire une compétition pour la lutte contre la consommation de drogue. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a plein d'activités qui sont indirectes et qui penchent directement vers la lutte contre la consommation de drogue. Sachant qu'à l'université, on est face à une population très jeune, donc issue du lycée. Ils viennent parfois à l'âge de 17-18 ans. Oui, exactement. Donc c'est entre 17 ans et 25 ans, c'est la moyenne d'âge. Et puis, il y a ceux qui font du doctorat, etc. Donc, on a souvent cette tranche d'âge qui est très vulnérable, qui est très jeune, qui est très active, qui est très ambitieuse. Pleine d'énergie. Voilà, pleine d'énergie. Et c'est là où, en quelque sorte, les dealers de drogue veulent voilà, attirer l'attention des jeunes. Et le premier geste, la première consommation, c'est là où commence tout le problème. Ouais. Donc vous voulez éviter surtout ce premier geste qui est un désastre parce que la première fois, après, c'est... Voilà.
Et les étudiants, on a vu quand même, ils sont très intéressés. Il y a du répondant, c'est bien. Oui, parce qu'en quelque sorte, c'est un sujet d'actualité. On voit tous les jours la Sûreté nationale qui font des campagnes, non pas de sensibilisation, mais de... Ah oui, des arrestations. Des arrestations. Et là, on voit que la propagation de ce phénomène, malheureusement, de ce mot sociaux, aussi de ces mots sociaux en général, dans la société. C'est pour ça, l'étudiant, il est très intéressé, il essaie de voir ce qui se trouve dans sa société et comment éviter tous ces problèmes-là. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de consommer. Le fait d'être en compagnie de certains gens, voilà. D'un certain cercle à ne pas fréquenter, infréquentable. Et c'est là où commence tout ça. C'est par l'accompagnement, en quelque sorte, ça, par rapport à Sahba. Ouais. Donc, la clique des jeunes. La bande. Voilà, la bande. Il y a toujours un qui commence et qui donne aux autres. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'activités et de sensibilisation. Très bien. Donc ça, on va dire, c'est l'une de vos activités. Mais bon, je pense que l'université, on ne pourra pas en parler pendant une demi-heure. Je crois qu'il faudra consacrer d'autres émissions. Mais là, on a juste touché ce volet de la sensibilisation sur la consommation de drogue, mais c'est bien. Mais au-delà, parce que là, si vous voulez ajouter quelque chose, avant de passer à un autre sujet, avant de parler du froid et des SDF, et de vous laisser partir, mais si... Bon, tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation pour qu'on puisse expliquer et montrer ce que l'université fait. Donc, on n'est en quelque sorte qu'un maillon dans une grande chaîne. Maillon dans une grande chaîne, exactement. Donc, on essaie de faire de notre mieux. Donc, je remercie aussi toute l'équipe, tout le staff, toute l'équipe de la DAS qui fait beaucoup d'efforts, toute l'équipe administrative de l'université qui font beaucoup d'efforts pour réaliser ces activités parce que l'organisation, elle est très lourde. Donc, on remercie aussi les étudiants qui sont actifs, qui viennent, qui assistent, qui adhèrent, qui participent, parce qu'ils auraient pu ne pas assister, ils auraient pu ne pas assister à cet événement et ne pas aller au cours, rester en plein air, mais ils ont assisté, ils ont contribué. Et moi, je vais remercier à votre place la Sûreté nationale qui fait ce genre d'opération auprès des étudiants, c'est bien. Voilà. Bon, vous savez, le deuxième sujet que nous allons aborder, c'est quand même l'aide que l'on peut donner aux sans domicile fixe. Je crois que vous faites partie d'une association qui, dans la nuit, va à la recherche des personnes égarées, ceux qui n'ont pas de toit. Oui, je suis membre fondateur, je suis en quelque sorte vice-président de l'association Jamaïat Abab Rahman. Elle a été créée il y a près de 8 ans maintenant et on est actif sur la wilaya de Constantine. On essaie d'aider les gens, donc d'aider les gens démunis, les gens sans ceux qui n'ont pas de toit, c'est pour X raisons. Voilà. Donc chaque année, il y a un slogan qu'on essaie d'utiliser. Parfois, donc on essaie par rapport à la collecte des vêtements, des couvertures. Voilà, des couvertures. Et souvent, pas souvent, tout dépend des moyens. Parce qu'il y a derrière des dépenses, donc tout dépend des moyens. On essaie aussi de distribuer des repas chauds la nuit au niveau des SDF. Et on a pas mal. C'est vrai que même parce que Constantine jour, Constantine jour, c'est vrai, la nuit et le jour, c'est pas la même chose. Et puis, voilà. Merci Mouattez. C'est moi, merci. Merci Mouattez Bousso. Je rappelle que vous êtes assistant du vice-recteur chargé de la pédagogie au sein de l'Université 3. Nos amitiés et nos salutations à notre ami Ahmed Boras, le recteur, qui j'espère bien viendra un jour nous parler de tout ce qu'il fait au sein de l'université. Je sais qu'il faudra qu'il trouve un peu de temps. On va juste le temps d'accueillir les représentants de la direction de l'action sociale. Nous allons faire une virée au CHU de Constantine. Et notre ami Nazim Agoun s'est rendu au service radiologie. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler de radiologie. En général, on ramène un cardiologue, on ramène un interniste, on ramène plusieurs, mais bon, les radiologues, c'est vrai que c'est pas courant. Et il s'est rapproché de Reda Saker, responsable du service radiologie du CHU de Constantine. Et voilà ce qu'il nous est venu comme matière.
professeur Saker Mohamed Reda, médecin-chef de service de radiologie du CHU de Constantine. Bon, la radiologie, c'est une spécialité médicale qui utilise des appareils de haute technologie qui nous permettent, par le biais de rayonnement X, d'ultrasons et de champs magnétiques, d'obtenir des images sur une partie du corps humain ou d'un organe pour détecter des lésions et des anomalies. Donc, elle nous permet de voir à l'intérieur du corps humain ce que l'œil ne voit pas. Nous avons deux grands volets. Le volet diagnostique qui repose sur l'analyse directe de l'image et le volet interventionnel qui nous permet, à l'aide d'un matériel spécifique, d'accéder directement à la lésion sous guidage radiologique, soit pour la traiter ou pour faire des prélèvements à visée diagnostique. Donc le radiologue, c'est un médecin spécialiste en radiologie, titulaire d'un diplôme d'études médicales spécialisées, c'est DEMS, et on fait des études théoriques et pratiques dans un service de radiologie pendant 4 années, en plus des années d'études de médecine générale qui durent 7 ans, donc au total un cursus de 11 ans. La radiographie standard ou conventionnelle, c'est une radiographie qui utilise donc des rayons X. C'est l'examen de première intention qu'on utilise au niveau des pavillons des urgences chirurgicales et médicales, comme la radio du thorax, la radiographie du crâne, la radiographie des membres en cas de fracture des os. Il y a aussi l'écho-doppler, qui est un examen non irradiant. Le principe, il utilise donc des ultrasons qui nous permettent donc d'étudier des organes profonds et superficiels, étudier les vaisseaux et aussi de guider des gestes interventionnels comme la biopsie, la ponction et le drainage. Le scanner ou la TDM, c'est un appareil complexe qui comporte une chaîne radiographique et une chaîne informatique pour la numérisation. Il utilise des rayons X pour obtenir des images numériques sur le corps humain sous forme de coupe radio-anatomique. Le scanner, on l'utilise soit pour le diagnostic des lésions, que ce soit cérébrales, thoraciques, abdominales ou autres, et aussi pour guider des gestes interventionnels comme les biopsies, la ponction et le drainage. Le scanner, il est très irradiant, donc il ne faut pas en abuser. Et on leur dit il faut suivre donc, les indications du médecin et ne pas faire les scanners à tort et à travers. L'angiographie, c'est un appareil de radiographie numérique qui utilise donc des rayons X et qu'on l'utilise pour le diagnostic des pathologies vasculaires et pour le traitement endovasculaire de certaines pathologies sans recourir à une chirurgie qui peut être très lourde pour le patient. L'IRM ou l'imagerie par résonance magnétique, c'est un appareil qui n'est pas irradiant. Il utilise un champ magnétique puissant qui nous permet d'avoir des images numériques du corps humain sous forme de coupe anatomique. L'IRM est utilisé dans plusieurs applications. On a la neurologie, l'oncologie, l'hépatobiliaire et le digestif, et aussi pour la gynécologie, l'ostéo-articulaire et l'urologie. Notre service de radiologie du CHU de Constantine occupe une place primordiale et importante dans la prise en charge thérapeutique et diagnostique des patients, dans le cadre de l'urgence ou en dehors de cadre de l'urgence. Nous recevons beaucoup d'évacuations des wilayas limitrophes.
et nous assurons une activité d'urgence 24 heures sur 24. Récemment, notre service a bénéficié d'un matériel sophistiqué, haut de gamme. Nous avons bénéficié d'un deuxième scanner, 64 barrettes mis en service. Nous avons bénéficié d'une deuxième IRM en cours d'installation. Et aussi, nous avons bénéficié de 6 échodopplers haut de gamme. Donc, ce patient nous a été adressé par un médecin pneumophysiologue du CHU de Constantine qui souffre d'une masse au niveau du poumon. Et à l'aide du scanner, on va essayer de faire un geste interventionnel qui consiste à biopsier cette masse et de prélever un fragment pour étude en apate et asseoir ainsi le diagnostic. Donc on va utiliser des aiguilles de biopsie spéciales et à l'aide du scanner qui va nous aider à pénétrer et accéder directement à la lésion pour faire un prélèvement. Je tiens à rendre hommage et à saluer notre cher professeur en retraite, professeur Darawat, l'un des pionniers de la radiologie algérienne. Voilà, donc petite visite grâce à notre ami Nazim Angoun au CHU de Constantine et on essaiera à chaque fois de faire une petite visite guidée dans les services qui sont tout autour du CHU de Constantine qui est quand même un pôle régional en termes médicaux. Mais nous allons parler d'abord d'action sociale et des SDF, notamment durant cette période d'hiver, où il fait vraiment froid, surtout ces dernières semaines. Il y a eu de la neige, il y a eu des températures en dessous de 0, -1, -2, -3. Et il y a des gens qui passent la nuit dehors. Et puis voilà, l'action sociale essaie avec plusieurs autres organismes et associations d'apporter un peu de chaleur pour ces gens qui ont besoin probablement de beaucoup d'attention, beaucoup de soins aussi, des fois. Alors, pour nous en parler, M. Shafiq Boulmchaour, qui est chef de service au sein de la DAS, c'est ça? Merci d'abord d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour l'invitation. Au Marhaba Bik. Voilà. Alors, cette action envers les sans domicile fixe et les gens démunis, je crois que c'est une tradition et ça fait partie de votre programme d'action, c'est ça? Oui, c'est une action qui date depuis longtemps. Ce n'est pas une nouvelle action. Ce n'est pas par rapport aux conditions climatiques récentes. Donc, c'est une commission qui travaille depuis des années. Seulement au mois de juin, pratiquement dernier, disons... Ça s'arrête un peu, puisque arrêté à cause d'une... Parce qu'il n'y a pas où on peut emmener ces gens. Quand on les ramasse dehors, on n'a pas où les ramener. Diyar Rahma, auparavant c'était Diyar Rahma, maintenant elle est fermée temporairement. Ah, d'accord. Oui, parce qu'il y a un mur soutènement qui s'est effondré, donc on n'a pas où les emmener. C'est depuis le mois de juin, 16 juin, qui est fermé temporairement. En attendant, c'est le ministère il est en train de prendre en charge cet établissement. Donc l'opération a été relancée au mois d'octobre. Fin octobre, depuis l'arrivée de notre nouveau DAS, M. Dhimi Abdelkader, qui a relancé l'opération, bien sûr. C'est une commission, disons, une équipe qui mixte, qui est composée essentiellement, c'est la DAS, c'est les services de SAMU social de la DAS, avec la Sûreté nationale de Wilaya, la Sûreté de Wilaya, la protection civile, la PC et aussi la santé. Je représente la santé, c'est cette commission mixte qui est chargée de la prise en charge des SDF et des sorties pendant nuit et jour. Donc, et en même temps, après, c'était programmé 2 sorties par semaine plutôt. D'accord. 2 sorties par semaine. C'était un dimanche et je pense un mercredi. Pendant la nuit, il y a aussi des sorties le jour.
Oui, on a l'impression que vous faites seulement la nuit, mais bon, c'est pas seulement la nuit, parce que même le jour, bah oui, pendant le vous jour, repérez les gens qui sont tombés. Voilà, des opérations de faire des sensibilisations. Aussi. Parce qu'il faut croire que c'est pas facile de convaincre les gens d'aller vers... Voilà, exactement. Parce que bon, certains refusent, d'autres ne veulent pas. Certains sont agressifs même. Certains sont agressifs. Ils ne vous laissent même pas s'approcher d'eux. Donc ici, il y a des difficultés. C'est pour cela la présence du service de sûreté nationale. Donc c'est pour les protéger. Et cette équipe, l'équipe du SAMU social, elle est une équipe spécialisée. Équipe qui est composée d'éducateurs, de psychologues, d'assistantes sociales. Donc, ce n'est pas des gens comme ça, donc des gens du domaine. Oui, on prend en charge, il y a la prise en charge sur les lieux et la prise en charge institutionnelle au niveau des espaces. Donc, depuis le mois d'octobre, on a essayé d'aménager un espace au niveau du centre psychopédagogique de Ziedia, Constantine III, un espace pour femmes et un espace pour hommes. Donc, on a réservé pratiquement plus de 30 lits. Avec une équipe, on a réquisitionné sur place une équipe aussi spécialisée et pluridisciplinaire. Donc, sur les lieux, pour prendre en charge ces gens-là, qu'on les trouve dehors pendant la nuit ou pendant le jour, on les emmène. Là, il y a une prise en charge psychologique, prise en charge sociale. Il y a des enquêtes après, il y a le travail de cette équipe qui se fait automatiquement dès la réception, dès l'accueil de ces gens-là. Alors, il faut dire aussi que vous n'êtes pas la seule wilaya, c'est un programme qui est national. À travers tout le territoire, il y a des opérations et des commissions, d'abord mixtes, qui font ce genre d'opérations. Si vous le voulez, on va juste prendre l'exemple de Souk Haras. Si vous le voulez, on a des images. Notre ami Saïd Belaz s'est rendu à Souk Haras il y a quelques jours et il nous est revenu avec ce reportage sur le terrain avec le directeur de l'action sociale de Souk Haras et aussi la commission mixte. Regardons ces images. اليوم كل أعضاء اللجنة راكم حاضرين. عندنا عملية جمع الأشخاص بدون مأوى في جيوب مدينة سوق هراس. الأشخاص بدون مأوى هذونا في مجموعة من الفئات. عندنا إذا كان صادفنا فئات شباب بدون مأوى سواء عابري سبيل أو ناس ما عندهمش مأوى ثابت. فئات شباب نتوجهوا بهم دار شباب سوق هراس. وإذا كان صادفنا ناس مسنين عندهم السلامة العقلية نتوجهوا بهم دار الأشخاص المسنين سوق هراس. وإذا كان مرضى عقليا أيضا توجهوا بهم بصفة مؤقتة لدار الأشخاص المسنين إلى غاية تحويلهم مستشفى الرازي بعنب. الأشخاص هذو راح نحولهم دار الأشخاص المسنين راح يستفادوا من وجبة ساخنة زائد أفرشة. الهلال الأحمر في سوق هراس معروف على المستوى الوطني، عنده 6 مراكز، كل مركز متخصص في شيء في الولاية هذه. أولا فيما يخص عين سنور عندنا مركز متخصص في إيواء والتكفل بكل ما يخص الأشخاص اللي تضرروا من الثلوج أو من الحرائق. عندنا العظايم، عندنا سوق هراس مدينة، كذلك هناك الحدادة على مستوى الحدودي. في الثلج هذا الهلال كان موجود بمركزين، بمركز الحدادة كان مفتوح لإيواء كل العائلات اللي تتعاطى على مستوى المركز الحدودي، فيه تدفئة وفيه الأكل. كذلك مركز عين سنور كان مفتوح فيما يخص النقطة السوداء وهي الطريقة الوطنية رقم 16، إضافة إلى مركز الطبي تاعنا على مستوى 26 أبريل، متطوعين كل ليلة مع مديرية النشاط الاجتماعي وبالتنسيق تحت إشراف السيد الوالي. قدم لنا عدة إعانات وخاصة توصيات. نقوم بخرجات ليلية، قمنا بنقل عدة أشخاص أمراض بدون مأوى لمستشفى الراضي، للمستشفى الجهوي. هناك تكفل صحي، هناك تكفل فيما يخص الأكل مش مشكل في الجزائر أو اللباس أو الغطاء أو الفراش، ولكن المهم في الجزائر أن هناك تكفل جدي وأعطانا نتائجه. إن شاء الله عن قريب يجونا مصحات عقلية ممكن تنقص هذه الظاهرة، لأن في الثقافة الجزائرية وأقولها بكل فخر الأشخاص بدون وعي العقل يسر.
استقلال ياسر الاشخاص بدون مأوى. احنا قمنا بفحص المريض، نقوم بقياس ضغط الدم، قياس السكر. لاحظنا انه يعاني من وجع في الراس. قمنا بفحص الصدر لان التعرض للبرد قادر يكون يسبب له انفيكسيون ريسبيراتوار، يعني كما يقولوا يتعرض صدره يمرض كما نقولوا. فيريفينا شفنا لاغورج كما يقولوا الحلق تاعو لقيناه لاباس، كلش لاباس، الطونسيون ملاحه، سكر مليح. بربي راح نعطيوه دركا تريتمون ميديكال فوا اورال، يشرب الدواء تاعو بربي لاباس. وشنو يحتاج تغطيه ويحتاج مكان دافئ. هذا الحاله تاع عمي حما. Voilà, donc c'était le reportage à Souk-Haras de notre ami Saïd Belaz. Je crois que c'est à peu près la même chose qu'à Constantine, mais aussi à travers toutes les wilayas. Donc je sais que c'est un programme national. Oui, oui, c'est un programme national. Toutes les wilayas, ils ont cette commission, cette équipe de prise en charge, cette équipe de ramassage des SDF, jour et nuit. C'est des instructions de Madame la ministre. Et sur la coupe de Madame la ministre, donc c'est national, c'est national. Donc je vais m'étaler sur Constantine, bien sûr, parce que c'est votre wilaya. Constantine, c'est pas une ville qui est une petite ville, c'est une grande ville. Les cités limitrophes, les quartiers. Donc notre sortie pendant la nuit, des fois on rentre à 3 heures du matin. Ah, quand même. Ah, quand même, pendant l'hiver, au mois de janvier, la neige. La pluie, le froid, avec une température, vous avez vu, c'est moins de 0 degrés. Donc moins 2, moins 3 pendant la nuit, la neige. Donc des fois, les équipes rentrent vers 3 heures du matin. Et surtout quand on trouve des cas qui nécessitent un transfert, parce qu'on trouve des cas psychiatriques, qui nécessitent un transfert vers l'hôpital de Jeblouech, la psychiatrie. Je sais que certains refusent même de vous suivre. On essaie de travailler avec eux sur place, avec l'équipe, avec les psychologues qui sont présents sur les lieux. C'est la prise en charge sur place de ces gens. Et à chaque fois, à chaque sortie, on essaie, parce que nous avons multiplié les sorties pendant le... jour et nuit, il faut le dire. Jour et nuit. Et quotidiennement, ça a devenu quotidien. C'est des sorties quotidiennement, jour et nuit. Donc, à travers les quartiers de la ville, Saint-Jean, les grandes artères, c'est Dimbrok, Abdelkader, Silok. Donc, on essaie de couvrir la zone industrielle, là où ils se concentrent plus. Où ils se concentrent, c'est au niveau des lieux où ils trouvent à manger, où ils essaient de trouver de quoi manger. Proche des restaurants, proche des restaurants, des gens, du mouvement. Donc, on essaie d'aller les chercher là-bas. Donc, pour les transferts, j'ai dit avant, on les transfère dans cet espace aménagé. En plus, il y a des cas qu'on les a transférés vers l'FPA, le foyer pour enfants âgés et pour les personnes âgées. Pour personnes âgées à Hamabouzien. Nous avons 3 cas qui ont été transférés. Nous avons un cas qui a été intégré dans sa famille. Ici même à Constantine, oui. À Constantine, oui. Vous avez joué le rôle de médiateur. On a fait le travail avec lui, bien sûr, c'est l'équipe pluridisciplinaire qui est sur place. Une enquête sociale, et ils ont trouvé, et il a été intégré dans sa famille. Alhamdoulilah. Oui, bien sûr, il y a des cas qui ont été transférés vers leur wilaya. Ah, parce que d'autres ne sont pas de Constantine, parce qu'à majorité, ils ne sont pas d'ici. Oui. Des fois, on ne les trouve pas d'ici. Donc, on essaye de travailler sur place, et ceux qui acceptent de les emmener vers ces espaces aménagés, on les emmène
vers ces espaces aménagés. Donc, en plus, on a donné des repas, pratiquement 1000 repas chauds. C'est important. Pendant cet hiver. Ça, c'est la commission de Wilaya. Mais il y a aussi d'autres associations bien sûr. Qui activent, bien sûr, la nuit. Peut-être parfois, ce n'est pas avec vous, ils vont tout seuls. Parfois avec nous, mais pas c'est rare. Donc, mais il active. Il y a des associations qui activent. C'est ça qui est bien. Et on lance toujours un appel vers ces associations pour qu'ils donnent plus. Bien sûr. Parce que c'est la société civile, c'est des associations qui peuvent s'approcher de ces gens-là, de cette catégorie de personnes démunies, catégorie de personnes sans abri fixe. Oui. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile, et là, puisque c'est bien de conjuguer les efforts de tous, de la société civile, des associations, les autorités. Avec des autorités, bien sûr, qui sont là, parce qu'il y a des moyens qui sont fournis, et ça serait bien de les multiplier, de les quantifier, de les améliorer pour donner quelque chose de bien. Alors, c'est vrai, mais il y a tendance à ce que ces gens ne vous suivent pas, vous les emmenez après, vous les retrouvez dans les mêmes endroits. Comment vous opérez pour ces gens? Ces gens-là, on les abandonne. Qui deviennent des habitués. Oui. Ils sont habitués, on les trouve toujours dans un coin. Dans les mêmes lieux. On ne les abandonne pas. Même si on sort aujourd'hui, par exemple cette nuit, ils ne veulent pas, ils refusent de nous accompagner. Le lendemain, on revient vers lui, on essaie de le sensibiliser une autre fois, jusqu'à ce qu'il, des fois 2 à 3 reprises, à 2 à 3 nuits, il nous accompagne vers ces espaces-là. Très bien. Donc on ne les abandonne pas, même s'ils refusent. On essaie de le prendre en charge sur place. On essaie de le sensibiliser, de savoir d'où il vient, de savoir sa situation sociale. Sa situation sociale. Il s'est avéré qu'il y a des cas qui ont été signalés ici à Constantine même, et après la sortie de l'équipe de SAMU social, il s'est avéré que c'est un cas social qui a une maison, une famille, qui a tout. Donc ils l'ont réintégré aussi dans sa famille. Donc on travaille sur beaucoup plus la sensibilisation. Et l'aspect humain. L'aspect humain, c'est la prise en charge psychologique, sociale. On essaie de leur trouver une sortie, de leur trouver une solution à leur cas, bien sûr. Même si ce n'est pas votre rôle, mais vous essayez quand même de les approcher, de les accompagner, essayer un peu d'améliorer leur situation, qui n'est pas envieuse, il faut dire, qui a envie d'aller dehors. Donc c'est pour ça que ça rentre dans une grande opération. Est-ce qu'on a des chiffres, par exemple, combien de gens vous trouvez à la Wilaya? Bien sûr. On a fait pratiquement 67 sorties. Dernièrement, pendant pratiquement... Durant les 3 derniers mois. 3 derniers mois. 67 sorties. On a peut-être... bon, c'est possible. Si les chiffres existent, voilà, c'est des chiffres qu'on ne peut pas les maîtriser. Bon, on a touché 40 personnes SDF. Parmi ces 40 personnes, il y a des femmes, des hommes, il y a aussi des enfants. C'est des enfants. On a trouvé, on trouve par exemple une femme avec ses enfants. Oui, bien sûr. Des enfants, on a touché pratiquement 50 hommes avec 23 femmes et 3 enfants. Quand même. Et 3 enfants. Mais ce chiffre, peut-être, c'est un peu... C'est un bilan quand même de 2-3 mois, ce n'est pas en une journée. Il y a un cumul. Quand on dit, quand on a présent, il y a 50 SDF dans une ville comme Constantine, non, c'est au bout, parce que certains sont traités, d'autres viennent, d'autres, il y a des nouveaux, il y a des anciens, comme on dit, mais... Oui, ces gens, on a pris en charge 32 personnes qui ont été affectés ou transférés. Il y a 6 cas qui ont été pris en charge au niveau de Dar Rahma, ou Al-Alma, bien sûr. Ici, c'est fermé provisoirement. Exactement. 22 cas transférés, c'est des cas psychiatriques transférés à l'hôpital Jebel Wahsh. Psychiatrique. Et il y en a 3 cas qui ont été pris en charge au niveau du foyer pour personnes âgées à Hama Bouziane. Donc, ça, c'est des gens... et ceux qui vous fuient, ceux qui ne vous laissent pas vous approcher. Oui, il y en a. Il y en a qui ont la peau dure, comme on dit. Oui, il y en a qui refusent, qui nous fuient, dès qu'ils nous voient de loin, ils essaient de se cacher. Mais des fois,
c'est nous qui les cherchons. Il faut les chercher, vous n'abandonnez pas. Voilà, on ne les abandonne jamais. Jamais, jamais. C'est notre rôle, c'est notre mission. C'est la mission, parmi les missions du ministère. C'est de prendre en charge cette catégorie de personnes, d'Algériens, qui se trouvent dans des situations sociales délicates. C'est délicat. Oui. Est-ce qu'il y a, ça c'est pour terminer, mais est-ce que vous trouvez aussi des handicapés? Oui, il y a des... Je veux dire, menteurs. Oui, on trouve des handicapés, des malades chroniques. On a même trouvé des malades chroniques avec des médicaments de glycophage, etc. Donc, et quand on leur propose la prise en charge médicale, ils refusent des fois, on trouve toujours. Et malgré leur refus, mais on revient à chaque fois. Voilà. Vous ne lâchez pas prise et vous revenez. On ne le laisse pas seul, malgré qu'il refuse, on ne le laisse pas seul. Et on essaie toujours de le convaincre pour le prendre en charge sur le plan médical au niveau d'un hôpital, au niveau de nos services, bien sûr. Très bien. Alors, pour les prochaines semaines, parce que vous allez avoir le mois de Ramadan qui est là, est-ce que les opérations vont continuer ou est-ce que vous allez changer, comme on dit, de fusil d'épaule Non, c'est un programme tracé, bien ficelé. C'est un programme tracé par la direction qui est bien ficelé, avec des équipes on reste toujours. Peut-être comment dirais-je, multiplier les actions. Oui, peut-être. Pas les sorties même, c'est les actions même. On va multiplier, on va essayer de faire autre chose, de donner plus aux gens. On va activer sur le plan des repas, par exemple. Pour essayer d'améliorer les repas. Essayer de multiplier le nombre de repas. Essayer, par exemple, dernièrement... Parce que les repas, ce n'est pas seulement pour les SDF, c'est pour aussi certaines familles qui n'ont pas assez de revenus. Je sais que vous distribuez aussi... Ce n'est pas les SDF seulement. Il y a les familles démunies, les familles... Les nécessiteux, comme on dit. Les nécessiteux, bien sûr, c'est la mission de la DAS, ce n'est pas uniquement les SDF. Donc, malgré ça, il y a aussi le fléau de la mendicité. Il y a un fléau des enfants. C'est des familles, une femme avec ses enfants. On a fait plusieurs sorties de sensibilisation le jour pour essayer de convaincre ces mamans de ne pas utiliser les enfants dans la mendicité. Donc, on essaie de faire de notre mieux. La DAS essaie de faire du mieux possible, parce que c'est des fléaux. Mais ça serait bien aussi qu'il y ait d'autres associations qui vous accompagnent, parce que on lance un appel. Voilà, ça serait bien que tout le monde se solidarise autour de ça. Il faut toujours les associations, la société civile, il faut qu'ils soient impliqués dans l'opération. Il faut qu'ils s'impliquent, qu'ils essaient de donner même plus. Donc, malgré notre rôle, c'est de prendre en charge cette catégorie d'SDF, des familles démunies, nécessiteux, malades même, chroniques, handicapés. Il y a toute cette catégorie, c'est la DAS qui les prend en charge, bien sûr, sous la tutelle, bien sûr. Les autorités locales. C'est un programme national, c'est le programme de l'État même. C'est le programme de l'État même. Donc, on est censé d'aller dans ce domaine-là. Alors, peut-être qu'on va terminer par un appel que vous lancerez aux associations, peut-être aux gens aussi qui repèrent des gens, des SDF, des gens démunis qui remarquent. Ils peuvent vous appeler aussi pour vous orienter. Bon, je lance un appel, bien sûr, à la société civile, aux personnes individuellement, pas uniquement association, qu'il soit quelqu'un qui trouve un SDF ou quelqu'un qui trouve un démuni. On a un numéro vert, le 1527. Très bien, il faut le répéter. Oui, 1527, c'est le numéro vert 1527 de la DAS. Là, on opère immédiatement sur les lieux. Très bien. On ne sous-estime aucun cas. La DAS, les services de la DAS, le SAMU social, les services opèrent immédiatement dans les médias. Après, voilà. Dans les médias, dès qu'on reçoit, que ce soit un appel téléphonique, quelqu'un qui se présente à la DAS, même ils peuvent venir à la DAS, nous signaler, c'est des signalements. Ils nous aident à trouver ou nous aident à mentionner des cas où
Voilà, surtout à les repérer parce que c'est Bien important, sûr, parce que vous ne c'est pouvez pas important. repérer tout le monde. Il y a des gens qui se cachent. Exactement. Voilà. Monsieur Boulemchaour Chafer, merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation en vous souhaitant bon courage pour votre noble mission, pour tout ce qui vous reste comme action sociale. Et je sais que vous avez du pain sur la planche. Il y a toujours du travail. Et puis, voilà, bon courage puisque le mois de Ramadan est là. Donc peut-être que vous êtes déjà en préparatif, dans la préparation du coup fin. Et puis voilà. Bon courage, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis nos salutations. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Je veux ajouter, Oui. je remercie les services de la Sûreté nationale, les services de l'APC, la santé, La protection la civile. protection civile qui nous accompagnent quotidiennement dans nos sorties jour et nuit. Oui. Donc, on les remercie pour leur aide, leur main tendue. Donc, c'est notre mission. À vous tous. À nous tous. Et bon courage pour cette noble mission. Je rappelle que vous êtes chef de service à la direction de l'action sociale de Constantine. Nos salutations à toute l'équipe, la commission qui fait de l'excellent travail sur le terrain parce que ce n'est pas facile de laisser son domicile chez soi et puis aller sortir pour aider les autres, ceux qui n'en ont pas. Bon courage, merci. Et puis, on va parler de littérature avec notre ami Abdelhamid Skiri qui nous vient de Biskra. Mais avant, on va l'inviter à faire une petite virée. C'est juste à quelques kilomètres de sa ville, tant cher à lui. Abdelhamid, c'est Biskra, bien sûr. Mais là, on va parler d'El Kantara avec une petite carte visite et quelques interviews avec des visiteurs d'El Kantara qui est l'un des plus beaux sites à visiter dans notre belle Algérie. منطقة خلابة كما راكم تشوفوا يعني من تحسبوا رواحكم في الجراند كانيون الله يبارك ما شاء الله عندنا مليون قسنطينة ويعني كي نجيو للبسكرة كي نجيو رايحين للبسكرة لازم نحبسوا في القنطرة نصوروا نديروا دي فيديو ولا نشوفوا المنطقة هذه الله يبارك ما شاء الله. مرحبا بكم عندنا هنا في بسكرة مدينة القنطرة. هي منطقة كما نقول سياحية اللي يعرف لها يجي منطقة تسمى ربي يبارك. منطقة سياحية لكن يخصوها شوية حوايج برك ماهيش حاجة اللي يعني ما شاء الله كيما العامين هذو الاخرين السياحة فيها راهي بدات تتحرك يعني خير من اللي كانت قبل. البلاصة هذه والله غير تجي تريح فيها صح يعني بكل صراحة. احنا شوف بلاصة كان من القنطرة هي بلاصة كان بصح نجيو لهنايا والله غير نريحوا. كي تريح في البلاصه هذه تحس براحه ما تتصورش. منظر جميل كما يقولوا حاجه شابه للجزائر. بلاصه تاع القنطره هذه مورفين نزوروها احنا ماشي اول خطره ولا نسكنوا في الجزائر العاصمه كي تجي بلاصه كيما هذه نظيفه ولا شغل تريح مورالمون تريح حاجه كما نقولوا تشرف الجزائر. جبت الوالده باش تريح نفسيا باسكو راهي ديجا راهي مريضه وجبتها في المنطقة هذه بس كنت تحس بالراحة النفسية. والله على المناظر الخلابة هذه تحس كأنك في عالم ثاني. يعني بلد تاعنا جميل يعني الجزائر وعندنا بلايص شابين يعني غير احنا منسيين يعني باش نشوفوا هذيك البلاصة هذيك لازم الجزائر ندوروها كامل باش نعرفوا المناطق اللي راهم فيها الشابين.
Voilà. Biskra, on reste dans les Palmeraies. Et moi, ça me fait toujours plaisir de recevoir d'abord un ami que je considère comme mon grand frère. Petit frère. Petit ou la grand? Grand frère. Little big man. Allez, petit par la taille, mais grand par le respect. Abdelhamid Skiri, merci d'être là d'abord. Merci d'avoir fait le déplacement de Biskra jusqu'à Constantine. C'est très gentil. C'est toujours un plaisir de retrouver d'abord cette ville que j'aime beaucoup. Une ville où j'ai passé de très belles années. Vous avez fait vos études? Mes études. Et puis, où j'ai connu beaucoup d'artistes, beaucoup de sportifs. Et pour tous ceux qui ont la chance aussi de suivre cette émission et qui nous voient ce matin, je leur dis bonjour. Et c'est avec beaucoup d'affection que je retrouve cette ville, je le répète, que j'aime beaucoup. Et vous savez, nous aussi, on vous adore, on vous aime beaucoup, Abdelhamid Skiri, parce que vous êtes quelqu'un de très actif. D'abord, non pas seulement dans le commentaire sportif, mais aussi sur l'écrit, parce que là, vous ne venez pas les mains vides. Vous venez avec un ouvrage. C'est le numéro combien, cet ouvrage, les chroniques de Biskra? En réalité, c'est le 7e, comme j'adore toujours le chiffre 7. C'est un beau chiffre. Hein. Voilà. Alors, c'est un chiffre spirituellement coranique, parce que le chiffre 7 revient beaucoup dans le Coran. Dans le Coran, effectivement. Ouais. Et puis, c'est aussi un chiffre, un numéro que je porte dans le football. C'était votre numéro. Comme Mahrez. C'est Mahrez qui vous a copié. Non, il n'y a aucune comparaison. Lui, c'est un grand artiste et moi, je suis un amateur. Mais je vous dis que c'est chronique, c'est le 7e. Parce que l'avant-dernier qui va ressortir, Inch'Allah, dans quelques jours, c'est à l'occasion de la célébration du 100e anniversaire de la naissance du shahid Mohamed Al-Arabi Ben Mehdi. Mais celui-là, il regroupe quelques chroniques que j'ai diffusé à travers les ondes de l'Alger 3 dont je suis le correspondant et fier aussi de faire partie de cette belle équipe. Donc il y a à peu près là, j'ai regroupé une centaine de chroniques pour ne pas être lassant, pour que celui qui va retrouver quelques senteurs, quelques saveurs, quelques récits, quelques personnages, donc à peine il aura la chance d'aborder un sujet qu'il est déjà surpris par un autre. Voilà, donc c'est un enchaînement. Donc j'ai divisé ça en 7 chapitres, comme il y a toujours le numéro 7, il revient. Qui revient. Les 6 premiers chapitres, donc, ils sont réservés un petit peu au métier du terroir, à la date, au système d'irrigation, donc à certains personnages qui ont fait la vie de Biskra et l'histoire de Biskra. Mais le dernier chapitre, donc là, c'est l'image d'Amr al-Barnawi, Allah yarhamou, c'est un personnage aussi qui a marqué l'Algérie. L'Algérie, puis voilà. Biskra, voilà. C'est lui l'auteur de Men Ajlika Aishna Ya Watani, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc j'ai eu la chance aussi d'avoir quelques livres dédicacés par lui-même, sachant qu'il était aussi mon voisin. D'accord. Voilà. Donc le dernier chapitre, c'est un chapitre qui est réservé, c'est un petit peu une désolation. Parce que là où nous étions, là où nous sommes, et on espère quand même retrouver nos lustres d'antan. Voilà. Alors, quand on feuillette, donc, c'est vrai que là, les sujets sont assez divers. Ça va du haïk, patrimoine, vous racontez le thé, Charbat Tseif et Biskra. Oui. Après, vous racontez les personnages, Chadli el-Mekki, Barnawi, le colonel Ahmed ibn Abdelrazak d'ici el Hawass. C'est el Hawass, oui. Alors, c'est un peu le colonel Chabani, Ahmed Bey, c'est des personnages à travers le temps. C'est un voyage autour mais avec comme centre d'intérêt, point commun, c'est Biskra. C'est Biskra, oui. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'était, et Inch'Allah, ça reviendra aussi, un centre de rayonnement, d'histoire, de religion, politique. C'est aussi un pôle culturel d'importance, parce qu'il ne faut pas oublier que Aqba ibn Nafa al-Fahri, et à travers lui aussi Abou Muhajir Dinar, qui se sont installés, et Biskra, Biskra là où il y a repose
Aqba ibn Naf'a al-Fihri, c'est un pôle culturel de très haute importance. Important et donc, très... Voilà, donc tous ces personnages, j'ai essayé aussi de faire des ébauches sur l'aspect aussi architectural, parce qu'il y avait une architecture typique à la ville de Biskra, où les matériaux étaient aussi très bien étudiés par rapport au climat, par rapport aussi à l'environnement. Un environnement, c'est-à-dire que Biskra, elle est levée dans les bras de milliers et de millions de palmiers actuellement. Qui dit Biskra dit date, dit palmeraie, dit... Puis bon, Biskra seulement, mais quand on voit tout autour, Sidi Aqba, Tolga... Doussen, oui, c'est extraordinairement beau. Kantara, quand on a vu, mais c'est une magie, parce que Biskra, on ne peut pas rester insensible à tout ce qu'il y a comme beauté naturelle. Justement, ça c'est le secret de Biskra, parce que, comme je l'ai dit, là j'essaie de donner une image, j'essaie de rappeler, et surtout c'est une petite carte postale de Biskra. Mais ce qui est d'étonnant, c'est que nous-mêmes, habitants de Biskra, dès qu'il y a un petit groupe qui se rassemble et dès qu'il y a l'évocation d'un sujet, d'un thème, que ce soit au sujet d'une cherchoucha ou d'Obara ou un simple thé, il y a énormément, c'est une déferlante de thèmes qui viennent, et c'est ça la magie de Biskra, avec ses senteurs, avec ses saveurs, avec ses personnages, donc qu'on ne peut pas oublier, et auprès desquels on ne peut pas rester insensible. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Allama Ibn Khaldoun a séjourné à Biskra, et c'était à partir d'une palmeraie qu'il avait déjà rédigé cette première lettre à certains personnages illustres. Il y a eu le passage aussi de pas moins de 179 peintres orientalistes, et parmi lesquels Nasreddin Dini, qui avait ensuite habité, qui s'était placé à Abou Saada. Abou Saada, beauté et lumière aussi. Lumière surtout. Oui. Donc il y a aussi Henri Matisse qui a séjourné, qui a peint son nu bleu célèbre, et puis qui est toujours exposé à la ville de Nice en France. Et il y a eu Eugène Fromentin, et surtout le prix de littérature française André Gide, qui avait même acheté une petite maison parce qu'il a séjourné énormément de fois, et il avait rédigé son fameux livre Les Moralistes. Donc c'est tous ces personnages, et sans oublier bien entendu tous les auteurs, Mohamed Laïd Al-Khalifa, surtout. Voilà, Mohamed Laïd, bien sûr. On a parlé aussi d'Amr al-Bernaoui, on peut parler aussi de Khammar, on peut parler. Ils sont nombreux, et puis il y a aussi des jeunes. Bon, je peux parler de jeunes. Bon, allez, voilà. Voilà. Ouais. Donc il y a aussi Mohamed Belhi qui a énormément parlé de Biskra, de Zaatcha. Oui, Zaatcha, quoi. C'est une partie de l'histoire algérienne. Tout à fait. La résistance, les Zaatcha. Oui, mais les Zaatcha, on ne peut pas parler uniquement de résistance. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut parler surtout et rappeler à nos enfants le génocide de Zaatcha. Parce qu'il faut Ce qui veut dire que l'armée française a décimé, a exterminé la tribu des Zaatcha parce qu'elle n'a pas accepté. C'était le seul endroit que la France n'avait pas pu conquérir. Donc ils ont été d'ailleurs étonnés de la résistance, et ils ont décimé pas moins de 3600 habitants. Il y a eu 6 rescapés, 5 vieilles dames et un sourd-muet. C'est par miracle qu'ils ont été. Donc on peut parler de génocide. C'est un génocide. C'est un génocide. Donc c'est au même titre que les premiers. Mais là, c'est un génocide qu'a commis l'armée française à Biskra. Et puis à tel point qu'ils ont pris les crânes. La récupération des crânes est une partie de notre histoire. C'est dire que là, Biskra est un haut lieu de mémoire
de la résistance algérienne. Oui, tout à fait, parce que déjà, même si vous venez visiter le musée du Moudjahid Mohamed Chabani, dont j'ai aussi le privilège d'être le président du conseil scientifique, il y a une très belle fresque, justement, c'est la tête de Cheikh Bouziane, son fils, et celle de Cheikh Darqawi. Faut-il rappeler aussi que c'était un grand combattant qui est venu d'Irak et qui s'est associé à la révolte des Algériens. Et puis ces gens-là, ils ont d'abord, leurs crânes ont été exposés auprès du marché central de Biskra, et ensuite ils ont été emmenés ici, à Constantine, au musée, et après ils ont été transférés en France au musée de l'Homme. Donc vous voyez un petit peu la cruauté de ceux qui se prenaient pour des gens civilisateurs. Bah ouais, là, il n'y a rien à dire, c'est l'expression de la barbarie française quand elle est rentrée en terre algérienne, c'est pour décimer. Et là, on peut utiliser tous les superlatifs, on ne dira jamais assez combien était monstrueux le commandant français quand il est rentré, et surtout le militaire français, puisque ça a coupé les oreilles, ça a coupé, ça a décimé, ça a exterminé, comme si l'Algérien avait commis le crime de résister, alors que c'est sa nature. L'Algérien a toujours... C'est pas une nature, c'est une action légitime. Oui, c'est sa nature que de résister. Voilà. Quand vous êtes attaqué, vous êtes obligé de vous défendre. Voilà. Et d'ailleurs, quand on parle aussi de barbarie, la première, Khoya Ismaïl, juste pour rappeler, la première bataille qui a eu lieu en 1832 à Alger, la bataille de la Ouafi. Vous savez qu'il y a eu pas moins de 6000 personnes qui ont été décimées. Ouais. Et puis les colons français, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils arboraient les têtes des victimes sur les baïonnettes. Et puis il y avait les mains des femmes qui étaient coupées avec leurs bijoux. Et puis ils venaient arborer. Vous appelez ça de la civilisation? Non. Vous appelez ça... même le terme colonisation, il paraît assez léger. Très léger par rapport aux actions commises. Donc ça, c'est pour ça que des chroniques comme ça vous rappelle que vous faites partie d'une ville historique, d'un pays qui a résisté, mais aussi qui a une grande culture, et malgré tout, notre patrimoine est toujours là, et vous le refaites revivre à chaque fois par des chroniques comme là, je sais pas, je lis pêle-mêle, la Eid el-Fitr, fêté Yirnayer à Biskra, le festival Banga ou Ajmi, que je ne connais pas. Oui, parce que le festival Banga... Ça, c'est la culture algérienne qui est restée ancrée dans la tradition algérienne. Oui, parce que, vous savez, Biskra, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un endroit qui regroupe un petit peu toutes les ethnies qui vivent ici en Algérie. Par exemple, quand je dis fêter Yenneir, moi je crois que c'est la seule ville en Algérie qui le fait d'une manière à l'échelle nationale. Parce que vous avez des Mozabites, vous avez des Chaouis qui sont des monts des Ouarès et qui sont aussi originaires de Biskra. Vous avez des de Toubourg, ils viennent de Kabylie. Voilà. Vous avez, donc, on le fête le 11, le 12 et le 13 janvier. Pendant 3 jours. C'est pendant 3 jours. Et ça, c'est la fête de la communion et du partage. Donc c'est un petit peu un élément unificateur de l'Algérie. Et puis surtout à Mchounech, ça doit être... C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Yennayer à Mchounech, c'est particulier. Oui, voilà. Puis déguster un cherchem à Mchounech, c'est idyllique. C'est très beau, c'est une belle région. Oui, tout à fait. Donc, et vous avez aussi des gens qui ont migré du Tchad, du Niger et qui se sont installés, et puis, depuis des siècles, ils sont bien de chez nous. Et puis, ils ont aussi leur culture. Vous savez maintenant, le diwan, donc il y a ce qu'on appelle, traditionnellement, on dit le banga. Mais c'est un petit peu le style banga. C'est du rythmique. Et c'est là, d'ailleurs, où Béla Bartok est venu s'inspirer en 1913 à Biskra pour les sonorités musicales et particulièrement les percussions. Oui, la percussion, elle est très particulière. Tolga et El Qantra. Et puis, on a réussi à récupérer des enregistrements qui étaient faits à l'époque et des moyens de l'époque.
Voilà, des moyens rudimentaires. Rudimentaires, et je me ferai un plaisir de vous offrir justement un CD qu'on a essayé aussi de réaliser grâce à des musicologues qui sont passés à Biskra pour faire des études et qui nous l'ont offert. Donc c'est aussi pour les gens qui s'intéressent un petit peu à la musicologie, d'apprécier ces sonorités et surtout ces paroles du terroir de l'époque. Donc tout ça, on essaye quand même de le relater afin qu'on n'oublie pas. Parce qu'il y a, oui, là c'est un travail contre l'oubli, c'est un travail de mémoire d'abord, parce que écrire les chroniques, écrire des faits, des choses qu'on remarque dans une ville, parce que c'est le quotidien, parce que là vous parlez, vous déchiffrez un peu la cartographie de la ville de Biskra, même si un livre ne suffit pas. Je crois qu'il en faut d'autres. Donc, il en faut d'autres. Si on prend, par exemple, là, je tombe sur Sidi Zarzour. C'est toute une histoire. C'est un livre à lui tout seul. Sidi Zarzour, c'est comme... Oui, malheureusement, vous avez bien fait c'est le hasard. Le hasard, moi je tombe sur... Je suis en train de... Voilà. Sidi Zarzour, on parle... parce qu'il ne faut pas oublier que il y a aussi une connotation un petit peu coloniale, parce que c'était un petit peu l'époque du maraboutisme, c'est des flânes, etc. Mais en réalité, on a essayé de déformer le véritable personnage, qui est Sidi Zarzour, qui est en fait Abdurrahman ibn Zarzar, qui est un théologien, un homme de science et un mathématicien. Donc c'est là, quelque part, aussi le fait de le réhabiliter dans notre mémoire actuelle pour dire attention, ce n'est pas le fait de dire Inch'Allah c'est autre chose. تربح l'USB ou نجيب les arts. Non, c'est derrière ça il y a un personnage d'une très grande culture. Malheureusement, on n'a pas d'écrits dans nos bibliothèques, mais qui se trouvent au Moyen-Orient. Et grâce à des amis qui se sont déplacés, qui ont fait des recherches, ils ont réussi quand même à ramener quelques copies de ce personnage illustre. Parce que quand on dit Sidi Zarzour Gessem Louiden, c'est vrai. C'est un mythe. C'est un mythe. Et c'est vrai parce qu'il y a aussi le génie de l'architecte qui a mis ce mausolée au niveau du lit de l'Oued, et qu'à l'arrivée des crues, l'Oued sépare. L'Oued se sépare en deux, et ça c'est une magie. C'est une magie, voilà. Mais il n'est pas le seul érudit, il y a aussi Cheikh Abdelrahman Al-Akhdari. Alors, Cheikh Abdelrahman Al-Akhdari, c'est un érudit. C'est un érudit pour la simple raison, d'abord c'est un mathématicien, parce que les théories de Cheikh Abdelrahman Al-Akhdari sont enseignées à nos jours. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant dans les grandes universités, particulièrement de Moscou. Donc Cheikh Abdelrahman Al-Akhdari, c'était aussi un astrophysicien. Cheikh Abdelrahman Al-Akhdari, c'est lui qui a écrit Sulam al-Mourounaq ou Dra al-Bayda. Et Sulam al-Mourounaq, qui, dans le code de la famille algérienne, s'est inspiré particulièrement dans le chapitre qui retrace l'héritage. Donc c'est quelqu'un qui... Et il a écrit de nombreux livres. Et la magie de Cheikh Abdelrahman Al-Akhdari, c'est qu'il n'a vécu que 28 ans. Seulement. Et il a laissé 32 ouvrages, dont Dra al-Bayda. Il faut vraiment pratiquement 5 ou 6 ans pour réaliser un tel ouvrage. Donc vous voyez, quand on dit... La performance et quand on dit cette capacité d'écrire et de cette pensée philosophique, malheureusement, qui est méconnue chez nous. Beaucoup de gens, je vois beaucoup de personnages. Plus récemment, Dr Ahmed Cherif Saadan. Alors, Ahmed Cherif Saadan, qui était... vous savez, c'est toute une histoire, parce que Ahmed Cherif Saadan, qui est né à Batna, et qui avait terminé ses études à Toulouse, il s'est installé à Mondovi, c'est Dran actuellement, et s'étant aperçu qu'il y avait un poste de vacant à Biskra. Il est venu en 1927 et il n'a travaillé qu'une demi-journée à l'hôpital civil parce qu'il s'était rendu compte que c'était un arabe.
Donc, il a été transféré de ce qu'on appelle, jusqu'à nos jours, Bureau Arabe, le bureau arabe. Et Dr Saadan, il s'était rendu compte de la misère. Et là, il avait entamé et abordé son combat patriotique. D'abord patriotique. Patriotique, parce que moi j'avais assisté une fois, c'était en 1983, à la venue de Farhat Abbas, il est venu à Biskra se recueillir sur la tombe du docteur Saadan. Parce qu'il faut rappeler que le docteur Saadan est enterré à Biskra. Oui. C'est sur sa demande. Parce qu'il est décédé en France et il avait demandé à ce que sa dépouille soit ramenée en Algérie et particulièrement à l'Azilette, là où il repose. Ouais. Donc le docteur Saadan avait commencé son militantisme. Il avait créé Nadi Saadan, que tout le monde connaît. Ouais. Voilà. Il avait réussi aussi à recevoir Ho Chi Minh en 1943. D'une escale, et à cette époque-là, il y avait Ho Chi Minh qui avait aussi inauguré le premier cercle du Parti communiste à Biskra, qui se trouvait au boulevard Seroka, actuellement. Voilà. Donc, Dr Saadan avait mené ce combat, et c'est lui aussi le fondateur de l'US Biskra. D'accord. Ça fait beaucoup pour le docteur Saadan, c'est quand même. Ça veut dire que c'est un personnage qui a marqué Biskra et son histoire. Mais il faut rappeler aussi qu'il n'est pas originaire de Biskra ni de Batna. Il est venu du côté de. Comme quoi, Biskra est une. Elle est cosmopolite. Voilà. Oui, et par la suite, il y a eu aussi quelqu'un de Constantine, c'est Abdelkrim Sfaxi, qui s'est implanté à Biskra et qui a eu aussi le privilège de présider l'US Biskra en 1946, et à cause de laquelle il a été emprisonné. Parce que la reprise de l'US Biskra avait été faite par Mohamed Al-Arbi ibn Mehdi, un natif de Ain Mlila, qui est venu s'installer. Et c'est l'objet de votre prochain livre, hein, Ben c'est il est déjà édité. Oui. Pardon, on en a déjà parlé, je crois. On en a déjà parlé sur les échanges épistolaires de l'Arbi ibn Mehdi. Donc c'est aussi tout un monde. Donc tous ces personnages, vous savez, c'est parler d'eux de manière assez succincte. Moi, j'ai comme l'impression d'être un petit peu. J'ai honte de moi-même parce que je ne donne pas assez d'importance, parce que c'est des personnages qui nous ont légué quelque chose de très important. D'abord un engagement. Vous vous sentez redevable parce que vous n'avez probablement pas... Mais comme nous tous, je crois qu'on n'a pas été à la hauteur de ce qu'ils nous ont donné. Exactement. Voilà. Parce que c'est grâce à eux qu'on est là. C'est grâce à eux qu'on a cette liberté de parler, de nous exprimer. C'est grâce à eux. Alors là, vous vous rappelez un petit peu, je ne sais pas si vous allez un petit peu parler... Moi, je suis en train de découvrir le livre à chaque fois. Ahmed Reda Houhou, les Constantinois le connaissent très bien. Et c'est là où il était l'ami fidèle de Hihi el-Mekki. Et c'est là aussi qu'il a été assassiné. Oui. Et de quelle manière? Donc vous imaginez un petit peu même la manière dont il a été assassiné. Vous savez, ça fait mal au cœur. Oui, par le sanguinaire Saint-Marcéli. On n'a pas assez parlé de ces gens-là. On n'a pas assez écrit sur ces gens-là. On n'a pas assez instruit nos enfants, et particulièrement dans les livres d'histoire ou dans les livres de littérature. Vous prenez par exemple Ahmed Reda Houhou, Al-Himar Al-Hakim, qui devrait être enseigné dans les grandes écoles de théâtre, et là, on passe à côté pour aller ramener des trucs made in là-bas, alors que nous avons pas. Nous avons nos propres auteurs, nos propres textes, et nous avons nos propres pièces de théâtre, et il suffit juste de les rafraîchir. Bon, il y a récemment, il y a 2-3 ans, au Théâtre Régional de Constantine, il y a eu une reprise d'un texte de Ahmed Reda Houhou. Il y a des génies, il fallait juste y penser. Même maintenant, il y a des génies. Moi, je rencontre de temps en temps, c'est des jeunes. Il faut seulement les écouter, il faut les orienter, et vous savez, ils vont fouiller là où vous n'avez même pas l'idée qu'il faut aller fouiller ici. Donc, c'est à nous maintenant de les accompagner. C'est à nous aussi d'attirer leur attention par des petits textes pour leur dire qu'il y a, voici ça, on va être des pisteurs.
Oui, Oui, à nous de montrer, à nous la de voie. montrer, voilà, à nous de montrer la voie. Alors, mais, bon, là, quand on est en train de revenir à chaque fois sur les personnages, sur ce qui se faisait à Biskra, mais il y a aussi, qu'est-ce que je lis là, Nouba sous le palmier. Voilà, Nouba sous Pourquoi le palmier. Nouba sous le... Voilà, Nouba sous le palmier, parce que généralement, quand on parle de musique andalouse, on pense automatiquement Constantine, Alger et Tlemcen. Je suis à Naba. Oui, à Naba, quand même. Oui, mais ça, c'est... C'est vrai qu'on parle, c'est les trois grandes écoles, Gharnatia. Et puis là, j'ai aussi la chance d'avoir contribué dans une association. Aussi, il faut rendre hommage à tous ceux qui ont créé cette association, l'association Al-Motribiya de Biskra. Et après 5 ans d'existence, elle a été damée le pion aux grandes troupes d'Alger, de Constantine et de Tlemcen et décroché la première place. Le premier prix, c'est toujours intéressant. Le premier prix, c'est très intéressant. Donc, ça veut dire qu'il y a des puristes qui ont pu apprécier que des gens de Biskra s'intéressent à la musique andalouse. Et ces jeunes, que je salue d'ailleurs, et qui ont eu une idée merveilleuse, c'est de chanter Haïziya de Ben Guitoun avec une mélodie andalouse. Ça, c'est bien. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose de magnifique. Alors, il y a un petit mélange, il y a de la recherche, il y a un travail mémoriel qui se fait. Et tout ça, je le dis avec fierté et avec beaucoup d'affection, que nous avons énormément. Nous avons un patrimoine, nous avons des jeunes très prometteurs. Il ne faut pas parler aussi de cette jeunesse pour de... Non, il ne faut pas la décimer, il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Moi, je suis fier de la jeunesse algérienne. Je suis très confiant de la jeunesse algérienne. Et Inch'Allah, on va oublier un petit peu toutes ces histoires de harga, tous ces trucs. Parce qu'il y a de belles choses à découvrir et à faire découvrir sur ce pays continent. En tout cas, vous nous avez donné, j'espère qu'on a donné l'envie de jeter un coup d'œil aux chroniques de Biskra, parce que ça parle de sujets très divers, de personnages, de traditions, de patrimoine, de tout. Abdelhamid Skiri, sincèrement, je crois qu'on a donné, on a mis l'eau à la bouche de ceux, des curieux. Grâce à toi. Allez, juste, alors pour terminer, tu sais qu'il y a un temps pour tout. Et là, on arrive à la fin. Allez, en 1 minute, mais sincèrement, le mot de la fin est surtout pour essayer d'intéresser les gens à lire Chronique de Biskra. Bon, donc, d'abord... En 1 minute. 1 minute, d'abord, je remercie, parce que même l'affiche, c'est aussi un travail d'un artiste de Biskra. Ça, c'est l'affiche, la couverture. Et sur le portrait de l'auteur a été réalisé aussi en pastel sur papier par un artiste de Biskra. Moi, j'ai voulu que tout ça soit un petit peu donc, en résumé, pour intéresser les gens à lire. Donc, je ne fais pas de la promotion ni de la publicité, mais je dis que chacun de nous, que tous les Algériens, dans toutes les villes, essayent de coucher sur le papier beaucoup de belles histoires qui existent dans ce pays magnifique à travers, donc je ne peux pas parler de Biskra, parce que quand je dis Biskra, c'est l'Algérie que nous avons au cœur. Donc il faut revenir à cet élan, je ne dirais pas nationaliste, parce que c'est un petit peu, mais cet amour pour le pays, comme يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن حب الوطن من الإيمان. Et nous, moi je crois en ce pays. J'ai une foi en ce pays et c'est mon dernier mot. Je crois qu'on ne peut pas terminer mieux. Abdelhamid Skiri, merci. D'abord, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie pour nous parler bien d'abord de vos livres, de tout ce qui se fait à Biskra. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement de Biskra jusqu'à Constantine. Mes salutations à madame qui vous accompagne et puis à tous mes amis de Biskra, parce que j'en ai beaucoup. Et puis, Inch'Allah, il faudra venir un petit tour, Inch'Allah, prochainement. Mais ça me permet au moins de saluer tous mes amis de Biskra et je vais
voulais terminer pour remercier toute l'équipe de la station régionale de Constantine, à leur tête notre ami réalisateur Yabil Yagobi, qui nous a aidé à confectionner ce bonjour d'Algérie à partir de Constantine. Demain, vous retrouvez Iman Mahaloukaras à partir d'Oran. Ensuite, on se retrouvera, Inch'Allah, mardi prochain pour un autre bonjour d'Algérie. D'ici là, bon week-end. Et puis, tenez-vous bien, très bonne semaine. À très bientôt, Inch'Allah.